Hello les amis et bienvenue chez vous. Alors il faut bien le dire, tous les deux, félicitations, vous êtes des super champions. Vous avez remporté ce concours. Est-ce que vous pouvez nous donner les tenants et aboutissants pour gagner ce concours et quelle était votre singularité par rapport aux autres? La Biennale d'architecture de Venise, c'est un événement qui se passe tous les 2 ans à Venise, qui est le grand événement de l'architecture, en tant que discipline dans le monde. Alors on rappelle les chiffres, hein, donc 30 pavillons, donc 30 concours dans chacun des pays, hein, puisqu'il va y avoir, et puis il y a le concours des concours. Voilà. Donc vous pouvez devenir les super champions. Il y a un prix. Il y a un prix. Et donc, génération de trafic, hein, je rappelle juste quelques grands chiffres, je crois que c'est 46 pays participants cette année, au total. Il y a hors les murs et au pavillon. Au pavillon, c'est quand même the place to be, hein, c'est quand même ceux qui ont été sélectionnés parmi ces 30 pays. Et donc, une génération de trafic de 300 000, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, 300 000 visiteurs. Ouais, et ça dure 6 mois. Ouais. Et ça, c'est nouveau aussi. Et ça permet d'avoir aussi, sur des montages de structures dont vous allez nous parler tout à l'heure, d'avoir une durabilité et donc d'avoir une mobilité un peu plus importante. Et on pense que la génération de trafic, cette année, pourrait monter à 400 ou 500 000, d'après ce que j'ai pu lire. Voilà, alors, le concours. Le concours, il s'est déroulé en 2 phases. Nous, on a pris connaissance de la présélection au début de l'été 2022. Voilà, on était retenus parmi 3 équipes. Donc c'est l'Institut français. C'est l'Institut français qui coordonne tout cet appel d'offres. Et on a répondu avec un dossier un petit peu plus précis en septembre, avec une proposition qui était une proposition de théâtre, qui avait la singularité d'être une architecture dans l'architecture, de ne pas être une exposition comme ça l'est habituellement. Voilà. À partir du moment où on est lauréat, on a 6, 7, 8 mois pour monter. C'est très très court, c'est un sprint pour faire monter le projet, entre guillemets, le financer, trouver les financements peut-être complémentaires, trouver la programmation, fabriquer l'objet, tout ça avec une équipe qui est assez conséquente. Et donc c'est vraiment un challenge pour mener à bien. Vous avez une dotation budgétaire qui est à peu près de quel ordre par l'Institut français, puisque... Pour ce qui est de notre part, à nous, c'est environ 200 000. Voilà. Je pense que l'enjeu, c'est à la fois d'arriver à faire un projet et puis de le faire exister sur 6 mois aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois une installation et c'est une programmation. C'est un moment. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, nous, on a une série d'événements mensuels. Là, vous allez intervenir tous les mois sur des ateliers. On invite des artistes, des chercheurs, des écoles. Sur des thématiques. À la fois un lab, mais un lab ouvert à tout public, c'est-à-dire tout public peut y assister. Vous avez des réflexions à voix haute avec différents... c'est un lieu de débat aussi. C'est des petites résidences en fait, que ce soit pour des artistes ou pour des chercheurs qui viennent occuper le pavillon pendant une semaine par mois et donc tous les mois. Ça c'est super, donc nos éditeurs peuvent parfaitement regarder votre programme. Et s'ils trouvent inspiration sur un des sujets, venir écouter. Oui. Tout à fait. Donc on communiquera ce programme également, c'est vraiment intéressant. L'idée, c'était de faire un petit peu des ateliers. C'est chouette. C'est des lieux, les gens y travaillent, on va les voir. C'est comme un concert à huis clos. On peut rentrer, on peut ouvrir la salle et on voit les artistes, les chercheurs qui sont en train de fabriquer quelque chose. Il y aura par exemple une radio qui va émettre pendant une semaine. Donc l'idée, c'est d'entrer dans ce théâtre qui est un théâtre expérimental. Le programme est encore secret ou... Non, il est en train d'être affiché, il est plus ou moins ficelé. Donc une radio, le mois d'après... Il y a différentes thématiques, il y a des artistes, on travaille sur le son, sur les corps, on travaille beaucoup sur la présence humaine. En fait, dans le théâtre, c'est-à-dire qu'on demande quand même à des gens... Théâtre, danse, peut-être. Théâtre, il y a de la danse. Notre premier bal d'inauguration, d'ouverture, la première semaine. Ça représente combien de mètres carrés? C'est tout petit. Le pavillon, il n'est pas très grand. Oui, le pavillon français n'est pas très grand. Le pavillon, il n'est pas très grand. On ne peut pas faire grand-chose à l'intérieur. En fait, il y a une salle principale qui doit faire 12 par 12. Et puis après, il y a 3 salles annexes qui font à peu près la même taille, peut-être un tout petit peu moins. Donc c'est un pavillon qui est pas très grand. Quand on rentre directement, on est directement sur cette salle où l'an passé
la partie art contemporain, on était sur la reconstitution d'un salon de bal franco-algérien, enfin quelque chose d'assez sympa. Donc je vois bien l'espace, il est assez limité, donc les contraintes. Dans combien de temps vous avez fini le montage ? On est en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. On y va régulièrement. On a des collaborateurs qui y sont également. Faut noter qu'on est co-commissaire avec Georgi Stanichev, qui est architecte scénographe et qui est sur place à peu près 80% du temps aussi. Hein. Donc on a une équipe. Il a déménagé sa petite agence sur place et donc il occupe une petite annexe du pavillon où il s'est installé avec ses collaborateurs pour en même temps suivre ses projets un peu parisiens et en même temps suivre le montage. Et rencontrer le montage du pavillon qui est quand même assez... On travaille avec une entreprise locale aussi, un charpentier qui est à 2 pas, donc c'est important d'être en relation directe avec les entreprises. Et donc on va pouvoir vous voir avec un programme sur les 6 mois à venir. On va impliquer des universités, il y a des écoles d'architecture. Il va y avoir des chercheuses comme Fanny Lopez qui va intervenir, Frédéric Aitwati. Il y a des gens vraiment super pointus qui vont venir, qui représentent un petit peu le monde de la recherche en France, qui font l'effort d'intervenir avec des formes d'expression qui ne sont pas celles habituelles de la recherche. Ça ne va pas être simplement des séminaires. La mémoire de ces échanges. Il va falloir, c'est important, ouais. Parce que là, quand même, il faut filmer, au moins capter le son peut-être. Le son, c'est un petit peu la thématique de base, un petit peu de ce théâtre. Mais il faut garder la mémoire de tout ce qui aurait été dit, puisque si vous créez des labs, c'est intéressant pour... je pense qu'il y a tout un travail à faire, certainement derrière, de recomposition pour parler de la vie du pavillon pendant 6 mois. Est-ce que vous imaginez avoir un ROI, comme on dit aujourd'hui, donc le retour sur investissement, ça va être quoi pour vous? Est-ce que vous avez le droit d'inviter des partenaires potentiels? C'est l'Institut français qui lui invite généralement? Ou bien c'est le monde ouvert tel qu'on le connaît ou... Oui, il y a du monde qui est invité. Ça se joue beaucoup la première semaine. Il y a une semaine notamment de journées professionnelles où il va y avoir du monde. Chacun a ses listes d'invités. 18-19, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ça va être un grand moment de croisement. C'est intéressant pour nous parce qu'on va croiser des partenaires qu'on ne croise peut-être pas habituellement, mais c'est aussi un grand rendez-vous pour les professionnels on se connaît souvent, à l'étranger, on ne se croise jamais. C'est aussi un moment... Les architectes, les amis... C'est ça qui est bien, c'est un lieu où on se retrouve et tout le monde va à la Biennale. C'est un moment d'échange et puis de retrouver des amis, puis effectivement... Et ça peut permettre d'établir de nouvelles collaborations. Bien sûr, tout à fait, oui. Et donc là, quand même, sur les 30, donc il y en a 30 qui ont gagné chacun le concours. Donc c'est intéressant de savoir si il y a une promotion après derrière. Ça vous ne savez pas, vous allez encore découvrir quelque chose. C'est-à-dire s'il y a la liste, vous la connaissez déjà la liste. On ne connaît pas tout le monde. On va découvrir. En fait, c'est l'occasion. On va se voir. On va faire des rencontres un peu inter pavillon. On va se voir. Ouais, ça c'est chouette. En fait, chaque pavillon a quand même sa spécificité et son propre mode de fabrication de cet événement. Donc il y a des pavillons, il y a énormément d'architectes qui vont alors avec des commissaires, et des pavillons, nous, c'est plus réduit. Donc non, c'est très varié comme montage de projet. Donc, alors j'imagine, pendant ce temps-là, il faut bosser sur d'autres sujets. Oui. Et vous êtes sur quelle est votre vision aujourd'hui de ce qui se passe en architecture? Côté public peut-être et côté privé pour y répondre. Est-ce qu'il y a des positions qui sont un peu différentes? Je crois que vous avez fait des écoles, vous avez fait... Oui, en fait nous on est depuis le début, on travaille beaucoup sur le marché public. On faisait des concours, on les remportait, on construisait. Donc il y a effectivement des groupes scolaires, des lieux d'activité à Saclay. Il y a du logement pour la ville de Paris, pour la RIVP. Donc en fait, effectivement, c'est que des concours publics. Puis effectivement, au fil des années, ça a un petit peu évolué. Donc on est aussi
avec du privé maintenant. Et puis il y a aussi depuis Vous pouvez donner des exemples donc à Saclay, hein, c'est une école, ou la partie restaurant de l'école que vous avez réalisée? C'était un équipement universitaire qui comprenait un restaurant, du sport, des différentes activités. On a travaillé beaucoup sur des équipements mixtes, en fait. Ça a été un petit peu c'est-à-dire ces équipements qui mutualisent des activités qui sont habituellement séparées. Donc ça rend flexible. Ça rend plus flexible, ça permet à des équipements de tourner 24 heures sur 24, d'économiser des moyens. Il y a plein d'avantages. Ce sont des projets beaucoup plus complexes à monter et à construire. Il y a beaucoup de normes qui se croisent. On s'est pas mal spécialisé là-dessus pendant quelques années. On a fait quasiment que ça, que des projets où il y avait plusieurs projets à l'intérieur. Et puis ça nous a amené un tout petit peu vers des partenaires privés où on a peut-être un savoir-faire qu'on a amené des concours publics, de projets beaucoup plus complexes, je pense qu'ils nous sont. On se rend compte qu'il y a des applicatifs finalement dans le privé, et que la tendance c'est effectivement d'exploiter le bâtiment dans des multiconditions. C'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup sur l'évolution des bâtiments dans le temps. C'est-à-dire qu'un bâtiment, on le livre à un moment, il y a souvent un programme qui est donné à un temps T, mais on sait très bien qu'un bâtiment, l'architecture, elle dure longtemps. Et on a beaucoup travaillé sur le potentiel des bâtiments évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un programme, la seule chose dont on est sûr sur le programme, c'est qu'il va changer. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc il faut anticiper. Et ce travail d'anticipation, ce qui est un travail d'architecture lui-même, il est important. Et des fois, ça touche même à la vocation du bâtiment, à son programme. Et nous, on aime intervenir, on aime faire des propositions sur la question de à quoi il va servir, à quoi il sert aujourd'hui, à quoi il va servir demain. Donc c'est durable. C'est la manière dont l'exploitation. C'est la manière dont on envisage le durable, c'est-à-dire que c'est pas la solution. C'est à l'exploitation et après durable parce qu'on doit savoir quoi faire dans les années. Parce que le durable, c'est la durée. C'est comment l'architecture s'inscrit dans la durée. Et ça nous semble rarement. C'est pas une question qui est abordée. On ne va pas prévoir à quoi va servir un bâtiment dans 20 ans. Aujourd'hui, on se pose quand même de plus en plus cette question. Aujourd'hui, effectivement, on travaille sur c'est nouveau, on travaille sur des restructurations de bâtiments. On en parlait, mais on ne le faisait pas. Les bâtiments qu'on restructure aujourd'hui datent des années 80, certains des années 90. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans... Ah là, vous avez des choses en restructuring. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. C'est passionnant de travailler sur des sujets comme ça. Ouais. Et c'est plus vous êtes sur des restructuring La Défense ou... On est sur un bâtiment c'est à Paris. C'est pour la RIVP encore. Et c'est un bâtiment assez complexe parce que on mélange des laboratoires pour la ville de Paris et du logement étudiant. Tout ça dans un bâtiment des années 80-90 avec une forme un peu particulière, dans un contexte hyper dense. Et donc il y a un vrai enjeu d'associer ces deux fonctions qui sont un petit peu qu'on ne voyait pas nécessairement ensemble. Et puis surtout sur un bâtiment existant, donc il y a tout l'enjeu de qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut le démolir? Est-ce qu'on le conserve? Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on l'adapte? Et puis, effectivement, dans un contexte urbain, dans le 20e, avec des immeubles de grande hauteur autour, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très, très complexe. Donc c'est des sujets passionnants. C'est une réflexion récente. On a participé à différents appels d'offres. On voit qu'on est dans un changement de paradigme un petit peu. C'est-à-dire qu'on a fait des propositions pour ne pas détruire des bâtiments qui étaient du patrimoine extraordinaire, qu'on détruit encore. Je pense que les esprits, on essaye de réveiller un peu les esprits pour leur dire ça ne sert à rien. C'est des très belles structures, l'architecture elle est faite pour durer. On travaille un petit peu sur du réemploi à la Biennale. La plupart des objets qu'on va exposer sont des objets qui ont déjà eu une vie, qu'on a adaptés, qu'on a fait retravailler avec l'entreprise locale. Donc on les a chinés un petit peu dans la région de Venise pour limiter l'empreinte carbone, mais aussi les coûts. En général, ça va ensemble. Donc c'est un petit peu la même philosophie, mais à l'échelle d'une exposition, en fait, que celle qu'on développe dans on est au début de la révolution quand même sur l'architecture, c'est-à-dire qu'avant on faisait
de l'information politique en disant que les bâtiments devaient être durables. Sauf que là, on tombe vraiment dans une réalité à l'exploitation et dans la vie du bâtiment à 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et le durable, c'est plus juste un affichage. Hein. Ouais, c'est juste mettre c'est pas mettre du bois qui vient de Scandinavie. C'est-à-dire que c'est par-dessus béton. C'est-à-dire c'est travailler sur des structures qui évoluent, quoi. Et puis sur une certaine économie des matières aussi, hein, parce que il faut savoir où on met la matière, à quel endroit, et justement aussi pour que derrière le bâtiment puisse évoluer. Donc il y a une question de liberté, de contrainte, et puis d'organisation de l'espace. Ah mais c'est super, au moins là ça change, ça a démarré, on est très bien. Bien évidemment je ne peux pas ne pas vous poser cette question sur les enjeux 2024. Il y a quand même un enjeu pour ne pas trop construire. Donc en fait on construit assez peu de nouveaux équipements. On travaille beaucoup sur le temporaire et sur l'activation de lieux qui existent déjà. Et je pense que ça va un petit peu dans cette philosophie. On arrête de construire, comme à Athènes, des villes entières avec des stades de partout, etc. Et on se rend compte que 5 ans après, ils ne sont pas utilisés parce que ils sont... Oui, c'est pas entretenu, et puis ça tombe... Pas entretenu, ou parce que derrière, il n'y a pas l'activité qui permet d'occuper ces lieux. Oui, c'est ça. Donc du coup, je pense qu'il y a tout un enjeu d'économie aussi de ne pas trop construire. Donc d'utiliser un maximum les équipements qui existent déjà, d'en construire certains complémentaires, et puis faire en sorte que ce soit intéressant. Pour vous, la vision dans les 10 premières villes de France, quelle est cette ville qui a pris les meilleures options? Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce que c'est Bordeaux? Est-ce que c'est Lyon? Est-ce que c'est... Je ne veux pas me prononcer. Marseille est en pleine révolution. Est-ce que vous voyez en ce moment, nous on n'est pas particulièrement impliqués. En ce moment, il y a Bordeaux qui bouge. C'est un petit peu la dernière ville de la côte ouest qui s'est réveillée. Non, c'est vrai. Et peut-être que c'est pas... 9e ville de France. Hein. C'est 9e ville de France. Mais alors, exponentielle. Ouais. Ben, ils ont attendu longtemps. Ouais. Ils ont vraiment attendu longtemps. Je crois qu'après Nantes, qui a été... Nantes continue en même temps. Nantes continue sa progression, ouais. Il y a eu Rennes. Lyon, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est un marché fermé, donc il n'y a même pas de question. Pas de question. Lyon n'existe pas pour nous. C'est un marché fermé, c'est une forteresse. Ouais. Ah ouais, d'accord. On n'a jamais intervenu. C'est étrange parce que notre premier concours, on l'a gagné à Villeurbanne. Ah ouais, c'est notre premier lieu de projet. Ouais. On a fait de l'urbanisme ici, donc on connaît un petit peu le. Alors le coin, il nous reste 5 minutes. Vous allez pouvoir tous les deux me dire qui vous retenez en architecte. Je ne parle pas des contemporains, je parle des historiques. C'est qui vos deux grandes stars? Ceux qui vous ont amené à faire ce métier, ceux qui vous ont inspiré. Les deux grands, c'est pour les Européens, c'est Mies van der Rohe et Le Corbusier. C'est quelque chose entre les deux. C'est les deux modernités, je dirais celle du Sud, celle du Nord, un petit peu. La modernité un petit peu froide et glaciale. Qui est très fonctionnelle. Et très fonctionnelle, mais magnifique. C'est la cité radieuse, pour ceux qui ne l'ont pas vue, il faut vraiment la visiter. Hein. Et Corbu, enfin les deux, quoi, qui ont à la fois une part de fonctionnel, une part de poésie. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi. Et dans les contemporains? Ah, là ils existent, ils vont vous entendre. Peut-être parce que c'est un peu notre génération quand on a commencé l'archi, peut-être qu'il y a Rem Koolhaas. On s'est dit, quand même, il y a une certaine influence sur l'architecture contemporaine. Certainement, c'est tellement l'architecte pour nous le plus influent des 30 dernières années. C'est un petit peu lui qui a d'ailleurs beaucoup réinterprété les deux premiers, qui a redonné un souffle à la modernité, je dirais, surtout au début des années 90, qui nous a remis sur une piste de repenser la ville, mais qui était la ville contemporaine. Un livre incontournable en architecture, un livre. Ou votre dernière lecture. Alors, moi, en architecture, moi, il y a peut-être Venturi, qui est Learning from Las Vegas, qui est
l'enseignement de Las Vegas qui a été un grand moment. Nous, après, dans les livres, on va plutôt chercher en dehors l'architecture. Ah ouais, c'est bien. Nos auteurs, c'est plus des auteurs de science-fiction. Ah ouais, mais ça vous êtes pas, oui. Ouais. Nous, on va plutôt chercher... Donc on peut les citer. Hein. Oui, bon, c'est Cadic, c'est Ballard, c'est des auteurs qui parlent quelque part. L'architecture intervient, mais c'est plus des imaginaires. Nous, c'est aussi notre travail d'apporter des mondes de visuels, des mondes d'ambiance, de fabriquer des lieux qui ne sont pas les lieux de tous les jours. Donc les auteurs de science-fiction, ils apportent des imaginaires qui sont largement transcrits au cinéma. Un petit peu moins en architecture, mais ça fait partie de notre travail de mobiliser des mondes, quoi, des mondes dans lesquels on ne vit pas. La Biennale d'architecture, ça va être une série de bulles, d'imaginaires complètement différents. Les visiteurs, ils vont passer d'un pays à l'autre en quelques heures. Hein. Ça va être quelque chose. La Biennale d'architecture, c'est quelque chose. Il faut se l'enquiller de passer à travers tous ces pavillons en si peu de temps. Hein. C'est beaucoup. Hein. Vous croyez au téléphérique dans les villes? Ça commence apparemment. Il y a l'exemple de Medellín, qui a été un peu une révolution, mais dans un contexte quand même très très différent. C'est-à-dire que c'est à la fois un transport et à la fois, pour Medellín, je dirais, où ça a vraiment très bien marché, c'est à la fois une vision de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, quand on survole une ville, on la voit d'en haut. Il y a des villes qui n'ont pas de point haut. Il y a des villes, Paris, il y a quelques monuments qui permettent d'avoir un point haut, il y a un petit peu de topographie, un peu de relief, et à Medellín, il y en a, mais c'était couvert par des quartiers très pauvres. Je pense que le téléphérique l'a donné à toute la population, c'était un vrai moteur, parce qu'il a donné à toute la population la conscience de vivre dans la même ville, où on est, où on se situe, et ça crée une identité très très forte. Donc le téléphérique... c'est la partie science-fiction qui fait penser à ça, parce qu'on a toujours un niveau bas, un niveau intermédiaire et un niveau haut et dans tout ce qu'on peut lire en science-fiction. Et moi, je trouve ça intéressant de voir ces trois niveaux, un niveau de calme et de respect, finalement, zéro automobile, une circulation piétonne en bas, et puis après créer ces zones intermédiaires, ça fait rêver, mais doucement on y va. Hein, En tant que révélateur de la ville, en tant que fabrication d'une identité collective, c'est assez fort, je pense. Peut-être plus qu'en termes de mobilité dans l'absolu. Je pense que ça sert moins à la mobilité qu'à la fabrication de la conscience, de savoir d'où on vit, voilà, tout le monde... Et la préservation. Et d'avoir différents niveaux, finalement... de circulation. Et ça a des implications politiques. Enfin, Medellín, ça a complètement changé la ville. C'est-à-dire que ça a intervenu sur l'arrêt de la corruption. Enfin, ça a changé complètement les choses. La ville, elle s'est complètement développée à partir de là. Hein. C'était un vrai outil. Alors, Gilles et Yves, malheureusement, on pourrait se parler encore pendant des heures et des heures. Vous êtes passionnants, vous êtes deux super champions, bravo. On est très contents pour vous. On viendra vous voir à Venise. Et j'invite un maximum de monde à venir vous visiter et on communiquera le programme. Donc on rappelle les dates. Donc ça démarre pour le grand public le 20 mai prochain. Ça s'arrête le 26 novembre. Et on communiquera donc le programme. Encore bravo. Je souhaite remercier également Fabienne Elissalde pour sa collaboration à la direction des programmes. Merci bien évidemment à notre charmant réalisateur Benjamin Souhaité. Merci également à Eva Marin, chargée de production et coordinatrice pour un certain nombre de nos médias. À ciao, bye bye.